Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Nous allons discuter de l'actualité en nous concentrant dans un premier temps sur le volet astronautes et tourisme spatial. Et comme vous allez le constater, il se passe quantité de choses étonnantes en cette matière. Bonjour Claude Lafleur. Bonjour Florent, bonjour Laurent, bonjour Dylan. Oui, toujours un plaisir d'être au micro. En effet, on peut même dire que, je pense, qu'on traverse une période assez unique en matière de vols spatiaux, comme nous allons le voir dans les prochaines minutes. Et bonjour Laurent Runigo. Et bonjour à tous et bonne année 2024, pleine de réussite, qu'elle soit spatiale ou non. Alors, je commence par un grand merci à Patrick Rodrigue, Alexandre Saint-Laurent et Kevin Gourvenec pour leurs commentaires et messages. Ça fait toujours plaisir et nous en tenons compte. Bienvenue également à deux nouveaux patrons, Xavier Giguère et Nilim. Soyez remerciés pour votre soutien, nous vous dédions cet épisode. Et comme toujours, notre ami Dylan fera de son côté la lecture de quelques moments forts qui ont parsemé l'année 2023. Bonjour à toi Dylan. Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Et bonjour à tous nos auditeurs, j'espère également que vous allez tous très bien. L'année 2023 ne passera peut-être pas à l'histoire comme ayant été une grande année spatiale, pourtant elle fourmille d'événements très significatifs. Nous allons d'abord parler de la Station spatiale internationale, puis de la station chinoise Tiangong, ainsi du fait que les Russes ont annoncé un projet de station orbitale. Il y a aussi diverses entreprises qui préparent leur propre projet de station commerciale. On parlera également du tourisme spatial qui, tout au long de 2023, nous a réservé son lot de surprises. En 2023, la Station spatiale internationale, l'ISS, a continué d'être habitée en permanence par des hommes et des femmes, comme c'est le cas depuis 23 ans. C'est en soi une performance remarquable, compte tenu de la complexité inimaginable de cette machine, qui, de surcroît, évolue dans l'environnement extrême hostile de l'espace. La station spatiale navigue à 400 km d'altitude autour de la Terre. Elle fait le tour de la Terre en 1h30. Ce qui signifie que les résidents de la station voient chaque jour 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil. Donc, 16 jours en une seule journée pour les habitants. Maintenant, ça signifie que lorsque la station spatiale est exposée au soleil, ses parois sont exposées à des températures qui dépassent les 100 degrés Celsius. Par contre, 45 minutes plus tard, elle se trouve dans l'ombre de la Terre, où là, les températures descendent à moins de 100 degrés Celsius. C'est donc des écarts de 200 degrés Celsius à chaque fois que la station fait le tour de la Terre en 1h30. On peut estimer que depuis le lancement des premiers modules de la station spatiale en 1998, la station a ainsi subi presque 150 000, ce qu'on pourrait appeler des cycles infernaux, où la température constamment passe de plus 100 degrés à moins 100 degrés. 150 000 cycles comme ça, c'est pour vous donner une idée d'à quel point c'est un milieu hostile, l'espace. Normalement, l'ISS est habité par 7 hommes et femmes provenant des États-Unis, de Russie, d'Europe, du Japon et du Canada. Chaque année, les Russes lancent 2 vaisseaux Soyouz à bord, desquels voyagent habituellement 2 cosmonautes russes et un astronaute, qui généralement est un Américain. De son côté, la NASA lance 2 équipages de 4 personnes à bord de capsules Crew Dragon de SpaceX. Ces vaisseaux sont pilotés par un Américain, accompagnés par 2 astronautes qui peuvent être américains, européens, japonais ou canadiens, et auxquels s'ajoute un cosmonaute russe. L'idée qu'il y ait toujours à bord un astronaute américain dans un Soyouz et un cosmonaute russe en Crew Dragon, c'est pour s'assurer que quoi qu'il arriverait à bord de la station spatiale, il va toujours y avoir au moins un Russe et au moins un Américain. Parce qu'il faut savoir que ça prend nécessairement un Russe pour faire fonctionner tout l'équipement russe, même si les astronautes américains ont une bonne connaissance, mais pas autant que les Russes. Et vice-versa, ça prend toujours un Américain à bord de la station spatiale pour faire fonctionner les équipements américains.
C'est donc dire que si jamais il y avait une urgence et qu'un des deux équipages qui résident à bord de la station, un qui est arrivé en Soyouz et l'autre qui est arrivé en Crew Dragon, si un des deux équipages devait revenir sur Terre, ben, l'autre qui va rester, il y a nécessairement un Américain et un Russe dans cet équipage-là. Les 4 équipages lancés chaque année reviennent sur Terre normalement au bout de 6 mois à bord de leurs vaisseaux respectifs. C'est de cette façon que les choses se passent habituellement. Toutefois, en 2023, cette routine a été perturbée à la suite d'un incident survenu en décembre 2022. Alors Dylan, raconte-nous ce qui s'est passé. Avec plaisir. Le 21 septembre 2022, Soyouz MS-22 est lancé avec à son bord les cosmonautes Sergei Prokopiev et Dmitri Patylin, et de l'astronaute Frank Rubio, pour un séjour prévu de 6 mois à bord de la station spatiale ISS. Cependant, le 15 décembre, une conduite du système de réfrigération du Soyouz subit une fuite de son liquide de refroidissement. On ignore si cette conduite a été percée par l'impact d'une micrométéorite ou d'un débris, ou si elle serait fissurée autrement. Toujours est-il que les responsables de la NASA et de les Roscosmos, l'agence spatiale russe, décident par mesure de prudence de ne pas utiliser Soyouz pour rapatrier sur Terre l'équipage tel que prévu fin mars. Les Russes lancent plutôt Soyouz MS-23 le 24 février sans équipage afin de remplacer le MS-22. En conséquence, les 3 hommes sont condamnés à séjourner 6 mois de plus dans l'espace. Ils ne seront remplacés qu'en septembre par l'équipage qui serait normalement envolé à bord du Soyouz MS-23 en mars, mais qui décolleront finalement le 15 septembre à bord du MS-24. C'est ainsi que Prokopiev, Patylin et Rubio sont revenus sur Terre le 27 septembre après avoir passé 371 jours dans l'espace. Ils réalisent ainsi le 3e plus long séjour dans l'espace de l'histoire des vols spatiaux et établissent du coup le record du plus long séjour à bord de l'ISS. Autre fait marquant, en conférence de presse donnée à bord d'ISS quelques jours avant son retour sur Terre, Frank Rubio a confié qu'il ne se serait pas porté volontaire pour un séjour aussi long si on le lui avait proposé d'avance. Si on me l'avait demandé au moment d'entreprendre mon entraînement pour cette mission, j'aurais probablement refusé. J'aurais probablement refusé uniquement à cause de ma famille, a-t-il ajouté. L'astronaute a néanmoins conclu, mais en fin de compte, c'est notre boulot et nous devons accomplir notre mission jusqu'au bout. Rubio a aussi confié que l'étape la plus difficile de sa mission a justement été le moment où on lui a annoncé que son séjour allait être prolongé de 6 mois. Mais comme la NASA, Roscosmos ont mis quelques semaines avant de prendre cette décision. L'astronaute avait déjà eu le temps de se faire à l'idée. Même si c'était difficile, dit-il, j'avais d'avance accepté cette décision. Frank Rubio a du coup souligné qu'un séjour d'1 an offre une expérience précieuse en vue des futures missions de longue durée, dont d'éventuelles missions vers Mars. C'est l'aspect psychologique qui a été le plus difficile, a-t-il confié, plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Notons que une mission martienne va durer au bas mot 2 ans, peut-être même 2 ans et demi. Or, curieusement, la NASA n'a jamais tenté de maintenir un équipage à bord de la station spatiale durant 2 années. En fait, on pourrait faire en sorte que les équipages se relèvent à tous les 6 mois, comme ça se passe régulièrement, mais qu'un duo d'astronautes ou de cosmonautes resterait 2 ans à bord de la station pour voir un peu qu'est-ce que c'est que de passer 2 ans dans l'espace. Or, jamais la NASA a tenté l'expérience et on peut penser que... Et c'est surprenant, hein, parce que la Station spatiale internationale offre beaucoup plus de confort et de sécurité que les vaisseaux martiens qu'on est en train de concevoir. Donc, ce serait intéressant de faire l'expérience, mais on n'ose pas. Ce qui me fait dire à moi, comme de beaucoup d'experts, que l'obstacle majeur pour une mission martienne, il n'est pas technologique, il est psychologique. C'est est-ce qu'on peut maintenir des gens dans l'espace durant 2 années sans qu'ils s'ennuient tellement et qu'ils trouvent le temps tellement long que ça pose certains problèmes. Donc, c'est probablement ce serait intéressant, par contre, de maintenir 2 astronautes, 2 cosmonautes dans la station spatiale durant 2 ans, mais on n'ose pas le faire. Et Frank Rubio a d'ailleurs spécifié qu'il avait très hâte de retrouver sa femme et ses enfants, ainsi qu'un peu de paix et de tranquillité. Il faut savoir que l'ISS offre un environnement extrêmement bruyant,
avec une multitude de pompes, de clapets et de moteurs qui maintiennent en vie l'équipage. En outre, ces occupants ont toujours conscience qu'à tout moment de leur vie, ça peut basculer à cause d'une panne majeure ou d'une perte d'étanchéité de leur station spatiale. Malgré le fait que tout fonctionne à peu près parfaitement à bord de la Station spatiale internationale, on voit déjà venir le jour où on devra mettre fin à ces opérations. Pour le moment, la NASA espère continuer d'utiliser l'ISS jusqu'en 2030 et envisage déjà la suite. Alors, quelle va être cette suite, Claude ? Exactement. Comme on l'a raconté dans le balado 102, au printemps de 2022, à la suite de l'agression de la Russie envers l'Ukraine, les Russes ont menacé de se retirer de la Station spatiale internationale après 2024. Ils ont annoncé donc qu'ils pourraient prendre fin à leur participation, qui est évidemment vitale à la Station spatiale internationale. Sur le coup, ça a fait un peu réagir. On a craint peut-être que les Russes quitteraient la station dès 2025. Maintenant, ce qu'on a compris avec le temps, c'est que quitter la station après 2024 ne veut pas dire au lendemain de 2024, mais plutôt quelque part après 2024. C'est ainsi que le 25 avril, les Russes ont finalement confirmé qu'ils allaient continuer leur participation à l'ISS jusqu'en 2028, tandis que les 4 autres partenaires se sont engagés jusqu'en 2030. Mais est-ce à dire, Claude, que les Russes vont quitter avant tout le monde ? Ben, pas du tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système russe, les engagements se prennent à coup de 4 ans, ce qui fait que c'est pourquoi ils se sont engagés jusqu'à 2028. Maintenant, on peut s'attendre que probablement vers 2026, ils vont se rengager pour une autre période qui pourrait aller jusqu'à 2030 et peut-être même un peu plus au-delà de 2031. Ça va dépendre en bonne partie de l'état de fonctionnement de la station spatiale, parce que comme je le racontais un peu plus tôt, c'est une machine extrêmement complexe qui fonctionne dans un environnement extrêmement hostile. Dans quel état va être la station spatiale vers 2026, 2028? Est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà de 2030? Ça reste à déterminer, mais pour l'instant, les Russes se sont engagés jusqu'en 2028 et peut-être que vers 2026, si tout va bien, ils vont s'engager, comme les autres partenaires, à aller jusqu'au bout. Néanmoins, on envisage de mettre un terme aux opérations de l'ISS dans 6 ans, ce qui dans le monde du spatial peut arriver très vite. Ainsi, une fois l'occupation de l'ISS terminée, pas question de la laisser graviter en orbite autour de la Terre jusqu'à ce qu'elle finisse naturellement par se consumer. Et finalement, pourquoi pas, Claude ? Parce qu'il s'agit du plus gros engin spatial jamais construit en orbite terrestre. La masse de la station spatiale dépasse les 400 tonnes. Jamais on n'a fabriqué un vaisseau aussi massif, aussi gros, aussi vaste. On s'attend donc que quand elle va rentrer dans l'atmosphère terrestre, parce que ça va arriver un jour ou l'autre, elle va en bonne partie se consumer dans l'atmosphère, mais il y a quand même un certain nombre de débris, dont des débris probablement fort importants, qui vont atteindre la surface terrestre. Qu'y aura-t-il lieu de faire alors ? Ce qui était prévu dès le départ, c'est que, parce qu'on voyait venir le problème au moment même où on a assemblé la station, ce qui était donc prévu, c'était d'utiliser des moteurs fusées pour téléguider la station vers le Pacifique Sud. En fait, il se trouve, il y a une région au nord de l'Australie, dans le Pacifique, qu'on appelle le cimetière des satellites. Et c'est vers cet endroit-là qu'on dirige donc les gros vaisseaux spatiaux, entre autres les vaisseaux cargo là, qui vont alimenter la station spatiale, à bord desquels on met des déchets et ensuite ils reviennent brûler dans l'atmosphère. Ça se peut parfois qu'il y a des pièces qui se rendent jusqu'au sol, donc on les téléguide afin qu'ils rentrent dans l'atmosphère et qu'ils se désintègrent au-dessus du Pacifique Sud, dans ce qu'on appelle donc le cimetière des satellites. On l'avait fait, peut-être que vous avez des images à l'esprit, vous pouvez le retrouver sur YouTube, en mars 2001, lorsqu'il s'agit de désintégrer la station spatiale Mir. Ça aussi, c'est un gros engin spatial et il y a des débris qui sont arrivés au sol, sauf que comme on l'a fait se désintégrer au-dessus du cimetière des satellites, s'il y a eu des débris, ils sont tombés à l'eau. On va faire la même chose avec la Station spatiale internationale. Il était donc prévu à l'origine qu'en bout de course, les Russes allaient lancer un ultime vaisseau cargo Progress, qui, bourré de carburant, n'aurait pour mission que de diriger l'ISS vers le cimetière des satellites, mais est-ce que ça va être le cas? Ben, étant donné les tensions qui existent entre l'Occident et la Russie, suite évidemment à l'agression de la Russie sur l'Ukraine, on craint un peu que les Russes pourraient faire du chantage, pourraient nous dire, écoutez,
comme vous nous imposez des sanctions, comme l'Occident nous impose des sanctions, on n'a pas vraiment le goût de procéder à la destruction de la station. On va la laisser à elle-même et il arrivera ce qui arrivera. Donc, on craint un peu que les Russes fassent un certain chantage. Il faut donc se prémunir contre ce chantage-là. Et pour se prémunir contre ce chantage, les Américains viennent donc de décider de concevoir en toute hâte un engin spatial conçu spécifiquement pour diriger l'ISS vers sa fin. Plutôt que de compter sur le Progress russe qui pourrait ne pas être disponible, la NASA prévoit dans son budget actuel la somme de 180 millions de dollars pour entreprendre le développement d'un remorqueur spatial tout nouveau qui serait à usage unique. Exactement. En fait, la NASA nous dit qu'il pourrait servir à d'autres fins éventuellement, mais il est vraiment essentiellement conçu pour permettre la destruction de la station spatiale. Ce qui est un peu choquant, c'est que la NASA prévoit consacrer jusqu'à 1 milliard de dollars pour concevoir ce remorqueur-là, alors que si on utilisait un Progress, ça coûte une mission de moins de 100 millions de dollars. C'est donc navrant de penser que les Américains s'apprêtent à dépenser peut-être 10 fois plus d'argent que ce qu'on aurait normalement utilisé pour la destruction de la Station spatiale internationale. Je trouve que c'est un bel exemple qui montre que dans une guerre, tout le monde est perdant. C'est-à-dire que du côté russe, ils perdent en quelque sorte un contrat de 100 millions, le Progress qu'on leur a acheté pour détruire la Station spatiale internationale. Et du côté américain, on s'apprête à dépenser 10 fois plus d'argent. C'est vraiment perdant-perdant de part et d'autre. Le fait que les jours de la Station spatiale internationale soient comptés pose la question suivante. Qu'arrivera-t-il après 2030 ? Serait-ce la fin des longs séjours en station orbitale ou peut-être le début d'une nouvelle ère ? Celle d'une variété de stations orbitales plus petites que l'ISS, spécialisées et opérées par le secteur privé. En fait, la NASA a comme espoir, en finançant différents projets de stations spatiales, de créer toute une industrie du transport spatial, c'est-à-dire une industrie qui permettrait d'acheminer marchandises et équipages dans l'espace et qui permettrait peut-être d'ouvrir une nouvelle ère de l'exploration ou de l'exploitation de l'espace. C'est ainsi que des entreprises pharmaceutiques et de haute technologie pourraient utiliser la microgravité et le vide spatial pour fabriquer des substances de composés impossibles à obtenir sur Terre. Pour sa part, la NASA et diverses institutions de recherche pourraient poursuivre les travaux menés actuellement à bord de l'ISS. D'autres entreprises pourraient se servir de ces stations pour offrir une gamme de services liés à l'espace, notamment le ravitaillement, l'entretien et la réparation de satellites. Enfin, certaines de ces stations pourraient desservir le tourisme spatial aussi. À cette fin, en 2021, la NASA a sélectionné 3 entreprises spatiales, Blue Origin, Northrop Grumman et Voyager Space, pour les appuyer dans la conception de leurs stations. En outre, Axiom Space a un accord distinct avec la NASA, annoncé en 2020, qui lui permettra d'arrimer un module orbital à l'ISS en 2025. Axiom envisage ainsi développer l'embryon d'une station qui, lorsque l'ISS arrivera à terme, s'en détachera pour devenir une station orbitale autonome. En finançant plusieurs projets de stations spatiales, la NASA a l'espoir de procéder à une vaste industrie spatiale. Entre autres, la conception d'une vaste industrie dont la NASA serait un client. C'est-à-dire qu'imaginez qu'il y a plusieurs stations spatiales, de petites stations spatiales, et la NASA est un client parmi d'autres clients qui seraient les agences spatiales, des institutions de recherche, des entreprises qui pourraient vouloir tirer profit de l'espace et même de créer de tout nouveaux secteurs de services en orbite terrestre. Par exemple, on songe entre autres, il y a plusieurs entreprises qui éventuellement des systèmes pour nettoyer l'orbite terrestre. On sait qu'il y a beaucoup de débris. Et là, on est en train de mettre au point peut-être des satellites qui feraient le ménage. Et tout ça, ça pourrait se faire à partir des stations spatiales commerciales que la NASA espère mettre en service d'ici quelques années. Donc, la NASA espère vraiment développer une industrie spatiale comme on n'en connaît pas aujourd'hui, qui serait une suite logique au projet de la Station spatiale internationale. La NASA souhaite ainsi favoriser une importante baisse des tarifs de transport, ouvrant par le même fait l'espace à la commercialisation de produits et services made in space, ainsi que le tourisme. Bref, c'est une véritable révolution dont rêve la NASA.
C'est pourquoi elle appuie financièrement plusieurs projets de stations privées. Cependant, contrairement au projet ISS, où la NASA était le maître d'œuvre et le pourvoyeur principal, cette fois, il revient au privé de décider d'investir dans des projets qui se doivent d'être rentables. Le problème auquel on est confronté actuellement, c'est combien ça prendrait de stations commerciales pour répondre à la demande? Quel type de station on aura vraiment besoin? Et même, est-ce qu'il va y avoir une demande suffisante pour opérer une ou plusieurs stations commerciales au moment où prendra fin l'utilisation de la Station spatiale internationale? Il faut dire qu'on prévoit que la Station spatiale va fonctionner jusqu'en 2030. Ça peut paraître loin pour nous aujourd'hui, mais dans le domaine du spatial, comme il faut s'y prendre d'avance, 2030, c'est demain matin. Y aurait-il donc une demande suffisante pour une ou plusieurs stations commerciales? C'est la grande question qu'on se pose. Or, aux yeux de plusieurs analystes, le plus grand défi pour ces entreprises n'est probablement pas technique, mais économique, puisqu'il n'est pas clair quelle est la taille et la nature du marché commercial auquel devra répondre les futures stations orbitales commerciales. Voilà qui crée une incertitude quant au nombre de stations qui seront viables, 1, 2, 3 ou aucune, et quels besoins elles devront desservir. Pour sa part, la NASA souhaite qu'au moins une station commerciale sera en service dès 2028 afin d'assurer une transition progressive des activités depuis l'ISS. Toutefois, rien ne garantit qu'au moins une station commerciale sera en service au moment où prendra fin l'opération d'ISS. Il pourrait y avoir une pause, un laps de temps où les Américains n'auront pas accès à une station orbitale. Le problème qui se pose aussi, c'est s'il y avait une pause comme ça, quelle va être l'étendue de la pause? Est-ce qu'il y aurait suspension des activités de station orbitale pendant quelques mois, une année ou deux? Personne ne peut le dire. Ce qu'on sait par contre par le passé, c'est que la NASA a été victime de 2 pauses qui ont été plus longues que prévu. On peut rappeler que dans les années 70, à la suite de la mission Apollo-Soyouz, qui a lieu à l'été de 1975, il devait y avoir une pause de 3 ans puisque la navette spatiale devait prendre la relève en 1978. Toutefois, cette pause-là a duré 6 ans puisque les vols de navette ont commencé en 81 et encore là, avant que la navette rentre en service, la pause était encore un peu plus longue. Ensuite, plus près de nous, dans les années 2010, les vols de navettes spatiales ont pris fin en 2012. Il était prévu à l'origine que la compagnie SpaceX et la compagnie Boeing fabriquaient des capsules, la Crew Dragon et la Starliner, capsules qui rentreraient en service vers 2015. Donc, on prévoyait une pause d'à peu près 3 ans. Maintenant, comme on le sait, la pause a duré plutôt 9 ans, c'est-à-dire que les premiers Crew Dragon sont rentrés en service vers 2021. Donc, ça a été beaucoup plus long. Et on attend encore, en principe, cette année, on devrait avoir les premiers vols de Starliner de Boeing. Donc, même chez Boeing, la pause est encore plus longue. Heureusement que depuis 2012, les Russes ont assuré le transport des astronautes américains et des autres pays vers la station spatiale grâce à leur capsule Soyouz, mais une pause qui devait durer quelques années en a duré presque une décennie. De son côté, la Chine poursuit sans relâche l'occupation de sa station orbitale Tiangong 3 sans apparemment connaître le moindre problème digne de ce nom, nous dit-on cependant. En fait, depuis le printemps 2022, des équipages de 3 personnes se relaient sans relâche à bord de la station spatiale Tiangong chinoise. Ces astronautes, parce qu'on les appelle comme ça, passent environ 6 mois et à tous les 6 mois, il y a un changement d'équipage. En fait, l'opération de la station Tiangong se compare pas mal à ce que les Soviétiques ou les Russes faisaient au début des années 1990. Le programme Tiangong semble si bien se dérouler que les Chinois a annoncé en février dernier l'ajout d'un important module à leur station. Ce nouveau module sera muni de 6 colliers d'arrimage qui permettront à autant de vaisseaux de venir s'y amarrer. Et il pourrait s'agir de vaisseaux de ravitaillement ou de transport d'équipage, ou encore de modules scientifiques et technologiques, donc une grande addition pour cette station. Exactement. En fait, en 2021, quand les Chinois ont lancé le premier module, le premier élément de cette station-là, qui s'appelle Tianhe, ils nous avaient dit qu'ils prévoyaient l'utilisation de la station durant une décennie, donc jusque vers à peu près 2031. Et là, ils nous parlent maintenant que l'ajout d'un module va permettre d'augmenter les capacités de la station
et entre autres pour permettre, nous disent-ils, des opérations commerciales et même du tourisme spatial. En outre, la Chine songe à y faire séjourner des astronautes étrangers. Plusieurs pays se seraient montrés intéressés, nous disent les Chinois, sans pour autant en nommer un. Mais puisque ces astronautes devront d'abord maîtriser le chinois, il s'écoulera un certain temps avant que l'un d'eux ne s'envole. En fait, lorsque les Chinois sont rendus à cette étape-là, leur station va ressembler beaucoup à ce que faisaient les Soviétiques à bord de Mir dans les années 1990. Peut-être vous rappelez-vous qu'à cette époque-là, il y a plusieurs astronautes étrangers qui ont séjourné à bord de la station, notamment des Américains et, si je me souviens bien, au moins 2 astronautes français qui ont passé quelque chose comme 6 mois ou plus à bord de Mir. Donc, ce que les Chinois s'apprêtent à faire, c'est ce que les Soviétiques faisaient dans les années 1990. La Chine prévoit aussi lancer sous peu un important télescope spatial qui naviguera sur la même orbite que Tiangong 3. Ce télescope pourra donc venir s'amarrer à la station pour des opérations de maintenance et de mise à niveau effectuées par les résidents. De telles opérations s'assimileront aux missions d'entretien du télescope spatial Hubble réalisées par des équipages de navettes spatiales. Appelé X-Ontian, ce télescope spatial qu'on dit de classe Hubble pourrait être lancé dès cette année ou l'an prochain. Un autre volet du programme Tiangong est qu'il semble de plus en plus être appelé à servir d'outil de propagande afin d'améliorer l'image de la Chine sur la scène internationale. C'est ainsi que les Chinois semblent vouloir désormais appeler leur station CSS, la Chinese Space Station, en écho à l'ISS. Dans un rapport produit par l'Institut des études aérospatiales de Chine publié en août, on peut lire l'impact de ce programme sur la perception internationale ainsi qu'à la sélection d'astronautes internationaux sont susceptibles d'améliorer la position de la Chine sur la scène internationale. Ce rapport ajoute aussi que le programme spatial chinois se compare de plus en plus aux programmes spatiaux les plus avancés. Voilà qui pourrait même susciter une certaine réaction en dehors de la Chine, Tiangong étant perçu comme un concurrent aux futures stations orbitales commerciales. Pour la Chine, la station Tiangong va donc être en train de devenir un outil de propagande pour améliorer l'image de la Chine à travers le monde. Or, ironiquement, c'est exactement ce que faisaient les Soviétiques ou les Russes à l'époque dans les années 90 avec le complexe orbital Mir. Donc, on peut faire des parallèles entre les deux projets et c'est pour ça souvent que je dis que ce que réalise actuellement la Chine se compare à ce que faisaient les Américains dans les années 80, les Américains et les Russes dans les années 80-90. On a un bel exemple. Tiangong pourrait beaucoup ressembler à ce qu'était Mir à l'époque. Et en voyant venir la fin de l'ISS, la Chine se dit même qu'elle pourrait devenir la seule nation à opérer une station orbitale au début des années 2030, si les projets de stations privées prennent du retard. En conséquence, elle pourrait alors être la seule puissance spatiale au monde à disposer d'une station orbitale, la CSS. Imagine le grand coup de pub que ça donnerait s'ils étaient les seuls à opérer une station et qui vont faire croire un peu que c'est l'équivalent de la Station spatiale internationale. Maintenant, en octobre dernier, les Chinois nous ont fait part de leur plan à venir avec un peu plus de précision en annonçant qu'ils allaient lancer plusieurs modules ajoutés à la station, donc pas un seul comme ils avaient parlé quelque temps, donc plusieurs modules qui auraient pour conséquence d'augmenter le volume et les capacités de la station. En fait, l'ajout de ces modules-là ferait passer la masse de la station à 180 tonnes, c'est-à-dire le double de ce qu'elle est actuellement. Et 180 tonnes, c'est à peu près le tiers de la Station spatiale internationale. Sans qu'il nous ait donné de calendrier précis, on pense que l'ajout de ces modules-là pourrait se faire au cours des 4 prochaines années. Donc, la station pourrait doubler d'ampleur, s'apparenter à la Station spatiale internationale, même si ce ne sera pas la même envergure. En parallèle, la Chine prévoit de mener un très ambitieux programme spatial comprenant entre autres l'envoi d'astronautes sur la Lune avant 2030, tout en jetant les fondations de leur future base lunaire, l'International Lunar Research Station, l'ILRS. Elle planifie également la récolte d'échantillons de la face cachée de la Lune, ainsi que de rapporter sur Terre des échantillons du sol martien, en plus d'explorer les planètes lointaines.
Écoutez à ce sujet le balado 120 des Chinois sur la Lune, dans lequel nous exprimons d'énormes réserves. Ne voulant pas être en reste, la Russie de Vladimir Poutine vient d'annoncer son projet de station orbitale. De quoi s'agit-il, Dylan ? Le 27 octobre, Vladimir Poutine a déclaré la décision de la Russie de prolonger sa participation au projet de la Station spatiale internationale jusqu'en 2028 est une solution temporaire, car le pays doit se doter de sa propre station orbitale nationale. Poursuit le président russe, la Russie doit regarder loin devant elle et accorder la priorité à son propre développement souverain et à sa sécurité nationale. C'est pourquoi nos spécialistes ont entrepris de déterminer les paramètres techniques de notre propre station spatiale. La station spatiale russe, ils l'appellent ROS, R-O-S pour Russian Orbital Station. En fait, ROS, c'est aussi le diminutif de russe. Par exemple, on parle de l'agence spatiale russe, s'appelle Roscosmos, donc la station s'appellerait ROS, R-O-S, s'il ne change pas d'appellation entre-temps. Le lancement du premier module de cette station est prévu pour fin 2027, alors que différents modules seront ajoutés entre 2028 et 2030. Une fois le premier module placé en orbite 6 mois plus tard, un vaisseau cargo y ajoutera de petits modules, puis un premier équipage pourra se rendre jusqu'à la station. Il était noté que personne n'a vraiment prêté beaucoup d'attention à l'annonce du président Poutine. En fait, rares sont ceux qui croient que les Russes ont les capacités de se doter d'une station spatiale, comme à l'époque du programme Mir. En fait, tous constatent l'état lamentable de l'industrie aérospatiale russe. Et là, je dis aérospatiale parce que ça comprend autant l'industrie de l'aviation que l'industrie spatiale. Et l'état lamentable qui a été un peu illustré par l'échec lamentable de la sonde Luna 25 au mois de août dernier. Rappelons qu'il a été surprenant de voir que cette sonde n'a pas raté son alunissage à la dernière minute, une opération toujours très délicate, mais plutôt lors d'un simple ajustement d'orbite autour de la Lune, la veille de l'alunissage. Luna 25 est donc allée percuter la Lune avant même d'avoir entrepris sa descente vers le sol lunaire. C'est d'ailleurs de cette mission-là dont on va parler dans le prochain balado. On peut peut-être ajouter que, dans les faits, personne n'a prêté d'attention à l'annonce du président Poutine qui parle d'une grandiose station spatiale nationale russe qui va être installée en orbite terrestre à partir de 2028. En fait, personne ne croit vraiment au projet et moi, je peux déjà vous annoncer que ça n'arrivera pas. Et parlons maintenant du tourisme spatial. Rappelons-nous qu'en juillet 2021, on a tous été surpris par le décollage fulgurant des premiers vols touristiques, en particulier par la course qu'a livrée Richard Branson à Jeff Bezos. En 6 mois seulement, on a assisté à 7 vols touristiques. Écoutez à ce sujet le balado 78, bilan 2021, perspective 2022. Et l'année suivante, en 2022, on a assisté à une surprenante baisse du tourisme spatial. C'est-à-dire que cette année-là, il n'y a eu que 5 envolées touristiques, alors qu'on se serait attendu à ce qu'il y en aurait eu 2, 3 fois plus. Il faut dire un peu comme on l'avait entrevu, l'avion de Richard Branson, le Spaceship Two, n'était pas au point, malgré le vol qu'il avait fait en juillet 2021, juste pour damer le pion à Jeff Bezos. Son appareil n'était pas au point, donc résultat, il a été cloué au sol. De son côté, Jeff Bezos a réalisé 6 vols touristiques avec sa fusée New Shepard en 2021-2022, jusqu'à ce qu'il arrive un incident en septembre 2022. Un incident qui n'a pas eu des conséquences catastrophiques, mais qui a quand même eu pour conséquence de clouer au sol son appareil, sa fusée, durant 15 mois. Ce n'est qu'au printemps dernier que le Spaceship Two de Richard Branson a repris du service. En fait, après avoir réussi 2 vols de qualification, voici que l'avion-fusée s'est enfin mis à transporter des passagers payants pour des envolées d'une douzaine de minutes. L'appareil s'est même mis à assurer un service régulier à raison d'un vol pratiquement chaque mois. Dylan, raconte-nous ce qui s'est passé ces derniers mois. Eh bien, après près de 2 décennies de développement, Virgin Galactic réalise enfin son premier vol commercial le 29 juin.
Ce jour-là, l'avion-fusée est largué de son avion-porteur à 14 km d'altitude et il allume immédiatement son moteur fusée durant 1 minute, ce qui le propulse à 85 km d'altitude et l'appareil revient ensuite se poser en vol plané 13 minutes plus tard. À bord ne se trouvaient cependant pas de touristes, mais plutôt des chercheurs italiens. Ce vol a en effet été affrété par l'armée de l'air italienne et par le Conseil national de recherche d'Italie. 3 chercheurs devaient réaliser à bord du Spaceship Two 13 expériences, durant quelques minutes d'apesanteur que procure le vol suborbital. Ils étaient accompagnés par un entraîneur de Virgin Galactic chargé d'étudier l'environnement à bord de l'avion-fusée afin d'améliorer l'expérience que vivront les futurs passagers. Rappelons-nous qu'en octobre 2004, Richard Branson avait annoncé en grande pompe la conception d'un avion-fusée qui allait inaugurer l'ère du tourisme spatial. Le patron de Virgin Galactic affirmait alors qu'une flotte de Spaceship Two allait transporter jusque dans l'espace 3000 touristes entre 2010 et 2015, à raison de 120 vols par année. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, 800 personnes ont acheté leur billet pour un vol en Spaceship Two. Mais au départ, le prix d'un billet s'élevait à 200 000 $, mais aujourd'hui, il en vaut 450 000 $. Or, dans les faits, le premier vol touristique survient le 10 août dernier, soit 19 ans presque jour pour jour après l'annonce de Branson. L'un des passagers figurait parmi les premiers à s'être procuré un billet, soit en septembre 2005. Il s'agit d'un athlète qui a participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Il a par la suite mené une vie d'aventurier, mais à 80 ans, il souffre de Parkinson. Il est accompagné par un duo mère-fille originaire des Caraïbes qui, en 2021, ont eu la chance de gagner un billet pour 2 offert par une organisation à but non lucratif, la Space for Humanity. Le mois suivant, Spaceship Two emporte un entrepreneur immobilier de Las Vegas qui affirme avoir été le premier à s'être procuré un billet en 2004, ainsi qu'un entrepreneur et aventurier originaire d'Afrique du Sud et un ingénieur britannique concepteur de voitures de course. En octobre, Spaceship Two transporte un gestionnaire de propriétés immobilières américain et un Britannique œuvrant dans le domaine de la pub et du cinéma, ainsi qu'une entrepreneure et aventurière d'origine pakistanaise qui vit à Monaco et à Dubaï. Puis, en novembre, l'avion-fusée achemine jusqu'à 87 km d'altitude le président d'un centre de recherche qui milite depuis des années pour l'accès à des vols suborbitaux servant à réaliser des expériences, ainsi qu'à une chercheure qui réalise 3 courtes expériences en dynamique des fluides. Ils sont alors accompagnés par une simple touriste fascinée par les vols spatiaux depuis sa tendre enfance qui remonte aux années d'Apollo. Virgin Galactic semblait donc être enfin parvenu à réaliser un vol touristique mensuel. Mais voilà que, contre toute attente, le 8 novembre, elle annonce qu'elle suspendra bientôt ses vols de Spaceship Two. Que se passe-t-il donc, Claude ? En fait, Virgin nous a annoncé qu'au début de cette année, ils allaient réaliser encore 2 ou 3 vols touristiques pour ensuite suspendre toutes leurs activités. Pourquoi? Parce que l'entreprise a décidé de se consacrer à la conception d'un nouvel appareil, d'un appareil de 2e génération qu'elle appelle de type Delta. Cet appareil devrait être capable de transporter 6 passagers et non plus 4 comme le Spaceship Two. Donc, on arrive à un arrêt des vols d'ici quelques mois. Déjà en août, l'entreprise avait révélé que les vols en touristique ne lui rapportent guère de profit, malgré les 450 000 $ qu'elle charge à chacun de ses passagers. C'est pourquoi elle a aussi licencié 185 personnes tout en réduisant au maximum ses autres dépenses. L'entreprise cherche ainsi à concentrer ses maigres ressources dans la conception du Delta. Et chose très choquante, l'entreprise a annoncé qu'elle pourrait vendre aux plus offrants quelques-uns des rares sièges qui sont disponibles au début de cette année. En fait, elle nous a dit que si jamais quelqu'un était prêt à payer jusqu'à 1 million de $ pour un vol de 12 minutes, il pourrait y avoir une place à bord d'un Spaceship Two. C'est quand même choquant quand on pense qu'il y a à peu près 800 personnes qui ont réservé leur place, certains depuis 1 décennie ou presque 2 décennies, qui attendent toujours. Et là, s'il y a quelqu'un de suffisamment riche, pour ne pas dire de suffisamment fou, pour payer jusqu'à 1 million de $ un vol de 12 minutes, il pourrait prendre la place de quelqu'un qui attend depuis des années.
Personnellement, je trouve ça très choquant. L'entreprise ajoute que les vols d'essai du Delta pourraient survenir en 2025, alors que les vols commerciaux pourraient s'amorcer dès 2026. Cet appareil pourrait alors voler 2 fois par semaine, acheminant chaque fois 6 passagers, nous dit-on. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en quelque sorte revenu à la case départ. Depuis une bonne douzaine d'années, Richard Branson nous annonce que l'an prochain, son Spaceship Two va transporter des touristes dans l'espace et des touristes en quantité. Et ça, depuis une douzaine d'années, année après année après année, il nous annonce donc que bientôt, son appareil va rentrer en service commercial. Là, ce qu'on nous annonce, c'est que, en 2025, on va procéder à la mise au point du Delta et qu'à partir de 2026, là, il va rentrer en service pour transporter passagers année après année. Je ne sais pas si vous y croyez, mais moi, je n'y crois pas. Notons enfin qu'il s'agit du second revers d'importance pour les entreprises spatiales de Branson. Tel que relaté dans le Balado 115, un certain regard sur l'actualité, en mars dernier, Virgin Orbital, qui commercialisait le lancement de satellites à l'aide d'une petite fusée, a dû fermer ses portes. C'est peut-être ce qui attend aussi Virgin Galactic au cours des prochains mois de la prochaine année. Ça reste à voir. Le 12 septembre 2022, l'entreprise Blue Origin de Jeff Bezos réalise le 23e tir de sa fusée New Shepard. Auparavant, ces 22 premiers tirs avaient tous réussi, les 6 derniers emportant même de 4 à 6 passagers au-delà de 100 km d'altitude. Que s'est-il donc passé lors de ce 23e tir de New Shepard ? Ce jour-là, 1 minute après le décollage, la fusée New Shepard cesse subitement de fonctionner. Immédiatement, le système de sauvetage de la capsule entre en action, propulsant celle-ci loin de la fusée en perdition. La capsule vient ensuite se poser en douceur quelques minutes plus tard. Heureusement, il n'y avait personne à bord, que des expériences scientifiques affrétées par la NASA. Quoique s'il y avait eu des passagers à bord, ils s'en seraient tirés indemnes, n'ayant éprouvé qu'une belle frousse. En revanche, conséquence de l'accident, la fusée a été clouée au sol durant 15 mois. Ce n'est en effet que le 19 décembre dernier qu'une 24e New Shepard s'est envolée. Comme la fois précédente, elle ne transporte qu'une série d'expériences de la NASA. Et ce vol se déroulant parfaitement, tout rentre dans l'ordre pour Blue Origin. Effectivement, l'entreprise a annoncé qu'elle allait bientôt reprendre du service, donc d'envoyer des touristes à une centaine de kilomètres d'altitude. Blue Origin nous dit aussi qu'elle n'en manque vraiment pas de clients, qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer. Je pense que c'est de l'ordre de 200 000 $ dans le cas de Blue Origin, mais ça serait vérifié. Donc, il y a beaucoup de clients et d'ailleurs, l'entreprise s'active pour essayer de répondre à la demande. Son projet a l'air de bien aller, c'est ce qu'on va voir au cours de l'année 2024. Hormis Virgin Galactic et Blue Origin, 2 autres firmes offrent la possibilité de s'envoler pour l'espace, mais cette fois-ci pour des séjours sur orbite terrestre. Il s'agit de Axiom Space, qui au moyen de capsules Crew Dragon de SpaceX, permet à 3 touristes accompagnés par un astronaute professionnel de passer 1 ou 2 semaines dans la Station spatiale internationale. Il est aussi possible de louer une capsule Crew Dragon directement à SpaceX pour des missions orbitales, mais sans séjour à bord de l'ISS. C'est ainsi qu'en avril 2022, Axiom a réalisé une première envolée emmenant 3 touristes passés 15 jours à bord d'ISS. Puis, en mai dernier, Axiom réalise un 2e vol, commandé par Peggy Wilson, une astronaute retraitée de la NASA. Elle était accompagnée par un astronaute privé américain et par 2 astronautes d'Arabie Saoudite. Ceux-ci ont passé 10 jours à bord de la station avant de revenir sur Terre. Cette 2e mission d'Axiom fait ressortir une nouvelle tendance en matière de tourisme spatial. C'est-à-dire que de plus en plus, ce qu'on semble devoir voir, c'est que ce sont des agences spatiales nationales qui vont payer Axiom pour faire voler leurs propres astronautes à bord de capsules Crew Dragon. C'est ainsi que l'entreprise Axiom a passé récemment des accords avec la Suède et la Pologne pour faire voler leurs propres astronautes au lieu d'embarquer des millionnaires qui se payent le rêve d'une vie en allant passer une semaine ou 2 à bord de la Station spatiale internationale. Cette année, Axiom prévoit réaliser 2 missions.
dont une dans quelques jours. Nous enregistrons le 15 janvier actuellement, et il y a un vol, le troisième vol d'Axiom est prévu dans 2 jours, le 17, et il y a un quatrième vol qui est prévu pour l'automne prochain. Axiom 3 sera commandé par Michael Lopez Alegria, un astronaute retraité de la NASA qui a commandé la première mission d'Axiom en avril 2022. Il aura comme copilote l'un des passagers de l'armée de l'air italienne qui a participé au premier vol commercial de Virgin Galactic en juin dernier. Ils seront accompagnés par un officier de l'armée de l'air turque et par un Suédois sélectionné comme astronaute de réserve par l'Agence spatiale européenne. S'ajoutent aux envolées de Axiom les envolées de Jared Isaacman. Ça, c'est celui qui, à l'automne 2021, s'était payé un vol de 3 jours en capsule Crew Dragon. Suite à ça, Isaacman a annoncé un deuxième vol au cours duquel il va tenter de sortir dans l'espace, donc de faire une sortie dans l'espace. Ce vol était prévu depuis à peu près 1 an et demi, mais tout au long de 2022 et 2023, il a été reporté plusieurs fois. Et là, actuellement, il est prévu pour le mois d'avril prochain. Donc, Isaacman prévoit s'envoler avec 3 autres personnes, passer, je pense, 5 jours dans l'espace. Il devrait sortir dans l'espace, faire une marche. Ce serait la première fois qu'un citoyen ordinaire se paie une sortie dans l'espace. Et la capsule va aussi monter à plus de 1000 km d'altitude, qui ne s'est jamais fait depuis l'époque des programmes Apollo et plutôt même du programme Gemini. Donc, il devrait avoir une vue de la Terre assez exceptionnelle si cette mission-là est réalisée cette année, puisque ça fait plusieurs fois qu'elle a été reportée. Et notons enfin que les Russes proposent eux aussi des vols à destination de l'ISS en capsule Soyouz. 2 séjours de ce type ont été réalisés à l'automne 2021. Cependant, suite à l'agression contre l'Ukraine, plus personne ne veut faire affaire avec eux. Une autre perte pour les Russes. Comme l'illustre tout ce que nous venons de raconter, les domaines de vol humain traversent présentement une période tumultueuse où l'avenir semble très incertain. Nous sommes en effet dans une ère de grande incertitude, mais qui offre en même temps une foule d'avenues possibles. Jamais depuis Gargarine avons-nous assisté à une situation aussi semblable. C'est-à-dire que auparavant, les Russes et les Américains menaient des programmes habités très structurés, avec des buts précis, alors qu'aujourd'hui, il y a comme une multitude d'intervenants qui ont toutes sortes de projets qui fonctionnent plus ou moins bien. Et alors que, paradoxalement, du côté des Américains et des Russes, l'avenir des vols habités est un peu incertain. Il va sûrement y avoir encore des Américains et des Russes dans l'espace, mais on ne sait pas trop quelle va être la situation dans les années 2030, alors que plein d'autres partenaires, eux, ont des propres projets. Mais voilà que pourraient bientôt s'ajouter 2 autres joueurs. En effet, l'Inde se prépare activement à lancer ses propres astronautes dans l'espace, alors que l'Europe y songe sérieusement. En effet, 2024 pourrait marquer une étape cruciale dans la réalisation du projet indien. L'agence spatiale indienne ISRO prévoit de réaliser des vols d'essai de son vaisseau de transport d'équipage Gaganyaan. Déjà en octobre dernier, elle a lancé une capsule sans équipage lors d'un test suborbital. Et cette année, elle devrait effectuer 2 autres tests du genre, puis un vol orbital sans équipage. Et si tout va bien, l'Inde pourrait lancer ses propres astronautes à l'aide de ses propres fusées et ses propres capsules à partir de 2025. Ce serait alors le 4e pays à lancer ses astronautes, après évidemment la Russie, les Américains et les Chinois. Quant à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, elle a annoncé le 6 novembre dernier une première étape qui pourrait la conduire dans les années 2030 à se doter de son propre vaisseau de transport d'équipage. L'ESA financera en effet la conception d'un vaisseau de ravitaillement pour la Station spatiale internationale et pour les futures stations commerciales. Mais ce vaisseau cargo sera conçu de telle sorte qu'il pourra éventuellement être converti en transporteur d'astronautes. Il s'agit d'une étape modeste mais très impactante, d'expliquer Joseph Aschbacher, directeur général de l'ESA. Il s'agit d'une première étape qui pave la voie à des ambitions nettement plus grandes. Et Aschbacher d'ajouter « Ce vaisseau cargo est destiné à évoluer vers un vaisseau de transport d'équipage si les États membres décident de le faire. » Comme on dit toujours,
L'avenir est imprévisible et recèle plein de surprises. Et ça, je pense qu'en matière de vol habité, ça n'a jamais été aussi vrai. Voilà qui conclut un peu notre tour d'horizon de l'activité spatiale dans les vols, en matière de vol habité. La prochaine fois, on va vous parler de la Lune et de l'exploration de l'espace. Et j'ajouterai en terminant que j'ai toujours plaisir à prendre connaissance de qui vous êtes. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions à nous poser, écrivez-nous. Moi, j'ai vraiment plaisir à découvrir qui vous êtes. D'ailleurs, souvent, les gens m'écrivent pour se présenter qui ils sont, dans quel cadre ils écoutent notre balado, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils aiment moins bien. Et j'apprécie beaucoup. Donc, si vous avez le goût de nous écrire, faites-le. On va vous lire avec plaisir. Notre adresse est toujours aussi simple. baladovde@gmail.com. Baladovde. Et au plaisir de vous lire et même de vous répondre. À bientôt messieurs et rendez-vous dans le prochain épisode. C'est ça. À bientôt. Un grand merci à vous qui nous écoutez et nous soutenez toujours via Patreon. Sans vous, ce balado n'existerait simplement pas. On se retrouve dans 2 semaines pour continuer à parler d'actualité spatiale. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, Dylan Baillargeon, Laurent Runigo et au contenu Claude Lafleur. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.